parfois, les gens viennent témoigner de choses qui ne sont pas drôles, qui ne sont pas lumineuses. Mais en tout cas, toute vérité est lumineuse, même quand elle est triste. C'est de moi, ça, sérieux? Ok. Non, mais c'est pour ton prochain bouquin. Ouais, exactement. J'ai été élevée chez les cathos. J'ai fait toute ma scolarité à Saint-Michel-de-Picpus. On avait des cours de catéchisme. Et dans cette école, ils proposaient aussi des retraites avant de faire sa communion, ses professions de foi, confirmation. Tu as fait la complète? J'ai fait la complète. Salade tomate oignon. Exactement. Et j'ai fait la complète. Je me souviens d'ailleurs qu'on aimait beaucoup ça. Avec les copains et les copines, partir pendant 2-3 jours pour se préparer à ces grands événements. Je dis la vérité maintenant, c'était aussi la colo, quoi. Enfin, c'était génial de pouvoir sortir du milieu scolaire pendant un moment. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y avait des moments, il y avait des moments de silence qu'il fallait respecter. Donc, c'est pas évident quand t'es ado, tout ça. Mais moi, je garde de très bons souvenirs des retraites. Et ce que tu dis là, c'est exactement ce que vivent encore les jeunes aujourd'hui. On essaye d'avoir des rendez-vous toutes les semaines, tous les mois. T'en as même pas le 10e qui viennent. On fait un week-end. Tout le monde vient. Mais les inscriptions sont bouclées en 2 jours. Bah oui, parce que je crois que les gamins, enfin moi, quand j'étais ado, j'avais besoin d'être en communauté, quoi. Et peut-être qu'à ce moment-là, la préparation à la confirmation, tout ça, c'était un prétexte aussi pour se retrouver. Mais on s'en fiche. Ce qui comptait, c'est qu'on soit ensemble. On essayait de s'élever intellectuellement et spirituellement à ce moment-là. Ça marchait pas toujours, hein. Ce dont on se souvient 10-20 ans après, ça va être de la bataille de Polochon, du fait qu'on se lève en pleine nuit pour aller titiller les autres, et c'est ça qui est bon aussi. Mes cours de catéchisme, je m'en souviens aussi, parce qu'à l'époque, on était quoi? On devait être en 85, il faudra vérifier. Quand cette chanson est sortie, il y avait Lio qui chantait « Les brunes comptent pas pour des prunes ». Tu te souviens de cette chanson? Oui. C'était assez malin de la part des nanas qui faisaient le catéchisme. Ils nous ont fait écouter la chanson de Lio pour nous faire comprendre qu'il ne fallait pas mettre d'étiquette sur les gens. Parce que pendant toute la chanson, je crois qu'elle dit... Enfin, je sais pas, je me souviens plus exactement des paroles, mais on avait décortiqué tout ça et j'avais trouvé que c'était un bon moyen de parler de comment être vis-à-vis de l'autre, de passer par une chanson qui était très à la mode. J'avais trouvé ça moderne et je m'étais dit que si c'était ça le catéchisme, bah, c'était cool. Tu as des bonnes astuces. Tu fais déjà un peu de bénévolat ou alors, il y a moyen que je t'engage? Non, mais j'aimerais bien, enfin à chaque fois, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je fais pas mal de trucs dans ma vie pour gagner de l'argent, hein, comme tout le monde. J'aime être une femme indépendante qui gagne de l'argent, mais les fois où j'ai ressenti le plus de bonheur, mais en toute honnêteté, c'est quand j'ai rendu service. C'est quand j'ai, par exemple, je me suis engagée contre le harcèlement scolaire, où évidemment, il n'était pas question d'argent, il n'était question que de donner de son temps. Et je me suis aperçue qu'en fait, faire don de son temps était également une manière de recevoir énormément. De donner, en fait, tu reçois vachement. Et je sais qu'il ne faut pas donner en espérant recevoir, ça j'ai bien pigé. Mais n'empêche que l'effet boomerang, il est dingue. Ça, c'est la logique commerciale dans laquelle on est aujourd'hui. Oui. Et c'est normal que pour vivre à 8 milliards sur la Terre. Mais tu vois, ça c'est un petit bouquin que j'ai souvent à côté de moi. Je crois que tu le connais. Et il y a cette phrase justement dedans qui dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Et ça, je suis convaincu que tous ceux qui l'ont expérimenté, c'est comme quand tu fais un cadeau à Noël. Honnêtement, il y a des fois où on me fait des super cadeaux et je suis ravi. Mais j'ai presque plus d'excitation quand je vais donner un cadeau à la personne que j'aime beaucoup, que j'ai mis du temps à le chercher, à trouver et tout. C'est là que je ressens le plus de joie. Et tu penses que ça, c'est commun à beaucoup de personnes ou je crois que c'est pour nous tous. Oui, c'est pour nous tous. Donc, mais que des fois, on ne l'expérimente pas. Ouais. Et quand tu l'expérimentes une fois, ça donne du sens et ça permet justement de retourner à sa vie professionnelle, parfois très triviale, où on est là pour gagner de l'argent, etc. et d'y mettre un peu plus de sens. Donc voilà. Carrément. J'adore donner. Ce que tu dis, c'est hyper profond, c'est vraiment, c'est du Jésus tout craché. Oh. Et pour le coup, tu me parles de sens. Et moi, pour moi, le mot du sens, c'est essentiel, quoi. Je pense que je suis la génération Y. On a besoin de savoir pourquoi on fait des choses. Toi, c'est quoi pour toi, Julia, le sens de la vie? Alors, le sens de la vie, je crois que c'est d'être juste. Mais juste, c'est-à-dire juste dans ce qu'on fait, dans les actes qu'on fait, dans nos pensées, être aligné. Voilà. Alors, aligné à quoi? Alors, certains diront à Jésus. Aligné, c'est-à-dire être au bon endroit et être raccord avec qui on est. Pour moi, c'est ça le sens de la vie. J'aime trop la façon dont tu le dis. On est dans un confessionnal, donc le lieu où d'habitude on vient pour un peu nous décharger de nos péchés. Et le mot péché en hébreu, ça se dit chata, et c'est en gros le tir non ajusté. Comme si on tire à l'arc et hop, on rate notre cible. Ouais. Et donc en fait, quand tu dis aligné, juste, j'entends vraiment la question d'être ajusté à ce qu'on vit. C'est-à-dire ne pas être à côté de soi-même.
Moi, je trouve que c'est ça qui rend heureux et ça me donne, c'est ça qui donne du sens à ma vie. C'est pour ça que je suis vraiment, par exemple, je supporte, alors je sais que cette phrase, elle est bizarre, genre j'aime pas la guerre, évidemment. Non, mais je n'aime pas l'injustice. Voilà, c'est pas que je n'aime pas l'injustice, c'est que je ne la supporte pas. Donc, ça me crée d'ailleurs parfois des difficultés dans la vie parce que les Robin des Bois s'en prennent plein la figure. Enfin, je veux dire, parfois, lutter contre les injustices, c'est pas le meilleur moyen d'être heureux, puisque tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais moi, je ne peux pas vivre autrement qu'en recherchant une certaine justice. Voilà. Et puis justement, sur cette question du harcèlement, sur laquelle tu t'engages justement pour aider ceux qui sont victimes, c'est essentiel. Tu trouves pas justement que ce que tu fais, ça aide d'autres? Si, mais à cet endroit-là, quand je fais ça, j'ai l'impression d'être alignée, donc être juste avec les autres et juste avec moi-même. Et ça me rend très heureuse. Après, je ne suis pas toujours impeccable, je suis comme tout le monde. Je n'ai pas dû être toujours juste avec tout le monde. Parfois, ça doit m'arriver d'être un peu à côté de la plaque et de le regretter. C'est pour ça que je suis ici. Je ne suis pas toujours impec, mais en tout cas, j'ai pu remarquer que les moments où j'étais profondément heureuse, voire, comment vous appelez ça ? Voilà, c'est ça. En extase, c'était des moments où j'avais été dans la vérité de moi-même. Et tu parles de regrets. Aujourd'hui, on peut dire que tu as quand même eu une carrière hyper diversifiée et complète. Tu écris des bouquins, tu as présenté les maternelles, le pâtissier, Télématin. Je suis sûr que j'oublie plein de choses dans tout ce que tu vis. Non, pas tant que ça. Tu as des trucs que tu as regrettés dans tout ce que tu as vécu Non. Professionnellement, j'ai pas du tout de regrets. Pas du tout. Alors, pas du tout de regrets. J'ai très peu de regrets, en fait. Ah, tant mieux. Ouais, j'en ai très peu. Peut-être que je pourrais regretter... Ah non, c'est marrant, ça. Alors, peut-être je suis une psychopathe. Les gens qui n'ont pas de regrets sont ou des sociopathes. J'ai pas... C'est marrant que tu dis ça, parce que quand je vois le dernier bouquin que tu as écrit, donc Adieu bordel. Ouais, c'est ça. Comment gagner du temps, de l'argent et des moments de bonheur. Tu penses que je suis psychopathe? Non, mais je me suis dit, mais les gens qui ont des fixettes de rangement, là, c'est pas comme dans American Psycho, là. C'est ça. Non, mais tu sais que cette passion du rangement, en fait, ce qui est intéressant, j'ai adoré écrire ce livre parce que je trouve que les gens qui sont fans de rangement et qui sont psychorigides sont effectivement extrêmement flippants. Moi, ce que j'aime dans ce livre, c'est que j'ai pu observer, dans mon cas personnel, que le fait d'organiser ma vie au mieux, d'être... Tu as vu, je suis arrivée, tu m'as donné rendez-vous à 18h, j'étais là à quelle heure? T'es comme un métronome suisse. Voilà, c'est ça. Mais parce que je sais que toi, tu as un emploi du temps chargé, moi aussi, et parce que juste après toi, j'ai rendez-vous avec des copines, on va boire des coups, et c'est très important que je sois à l'heure pour faire ça, tu vois. Et donc, pour moi, être à l'heure, c'est aussi respecter l'autre, tu vois. Être organisé, c'est pouvoir justement s'organiser des moments où on fait autre chose que de l'organisation, donc voir ses amis, prendre le temps de voir les gens. Moi, j'ai plein de copines qui me disent tout le temps, il faut absolument qu'on se voit, je t'appelle, et en fait, on est pris dans nos vies et ça se fait pas. Et je pense qu'une des façons d'y parvenir, c'est d'être organisé, de ne pas oublier d'appeler les gens qu'on aime. Autrement, le lien se délite. Non, et puis en plus, je te taquine, mais je suis le premier à... Enfin, on se laisse avoir par un peu la frénésie de quand on fait du repassage, quand on range. Enfin, il y a un côté, ça nous met une certaine quiétude, quoi. Enfin, voilà, on est bien, on est tranquille dans sa tête. Pour mon bouquin, j'ai interviewé une philosophe, Marie Robert, qui parle carrément, elle, de méditation, d'état méditatif quand tu ranges. Parce que c'est vrai que ranger, c'est à la portée de tous. Enfin, je veux dire, on ne mobilise pas non plus ses capacités cognitives énormément à ce moment-là. Enfin, c'est très répétitif, etc. Mais pendant que je range, moi, je refais le monde. Enfin, tu vois, pourquoi aussi ne pas mettre de la musique? Pourquoi? Enfin, je veux dire, moi, je range ma tête pendant que je range mon dressing. Je médite. Effectivement, mon esprit se vagabonde, mais dans le bon sens du terme. Carrément. Je t'ai donné envie de ranger? C'est bien rangé une église ou pas? Honnêtement, oui. Moi, c'est des fois, tu vois, quand on vit seul comme moi, comme un peu un vieux garçon, moi, c'est toujours à peu près rangé. Mais par contre, des fois, c'est vrai que bon, s'il y a un petit mouton de poussière qui se balade, s'il n'y a que moi et le chien... Bon. Non, mais ça, je ne suis pas non plus psychopathe, je le redis. Mais je trouve que pour avoir l'esprit clair et pouvoir justement penser à autre chose que le rangement, c'est pas mal de n'avoir devant les yeux pas des choses qui me heurtent. J'ai besoin en fait d'un calme aussi, ça passe par le visuel chez moi. Je trouve ça très joli, un appartement bien rangé, et ça me permet d'être plus créative. On tombe sur ce que tu disais un peu juste avant, la question de la justesse, d'être aligné, c'est l'harmonie. Enfin, pour qu'il y ait de l'harmonie, ça passe par tous les sens en fait, aussi bien l'ouïe que le visuel. Et je vais même aller plus loin. Je pense qu'il faut ranger ses vêtements, je pense qu'il est bon de ranger son planning, et je pense qu'il est bon, t'es prêt, de ranger un peu les gens qui nous entourent. C'est-à-dire de... Faire du tri. Oui,
Faire du tri, ça ne veut pas dire jeter les gens. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est de mettre les gens à la bonne place. On n'a pas tous des amis très chers. On a tous un premier cercle. On a des copains, on a des collègues. Et peut-être juste savoir où ces gens sont dans notre cœur et où il faut les mettre dans notre vie, ça permet de passer plus de temps avec des gens qu'on aime vraiment et qui nous apportent de la joie. Et à qui on apporte de la joie. Donc, quand moi je suis très sélective, parce que j'ai peu de temps, je suis très sélective avec les gens que je vois, mais quand je les vois, ils peuvent être assurés que c'est parce que j'ai très envie de partager un moment avec eux et que ce sera un moment de qualité. Oui, vraiment, vraiment. Je m'éparpille pas, hein. Je suis pas d'une grande mondanité. Bah non, mais c'est tout à ton honneur. Bon, je sais pas, ça doit être chouette d'être mondaine, mais j'y arrive pas. Ah, et puis avec la façon dont tu parles depuis tout à l'heure, là, ce souci justement de te sentir utile à l'autre, de trouver sa joie dans le fait d'être au service de l'autre, de vraiment vivre des moments d'une richesse, d'une intensité sans pareil, je comprends que ça rime pas forcément avec mondanité. Non, bah, ça peut m'arriver, hein, c'est marrant, mais ça me fatigue, ça m'épuise, ça me pompe, quoi, de l'énergie. Ah, je te comprends trop. Quand je vais rencontrer des gens, tu sais, les prêtres, ils sont souvent invités à manger. Des fois, ils les invitent tranquillement à un ou deux et voilà, on passe un super moment. On se confie pendant 2 heures, 3 heures, on voit pas le temps passer. Il y a des fois, j'arrive, on a invité monsieur le maire, monsieur le médecin, monsieur l'instituteur. Un peu le repas des notes. Ah là là, je me dis non, ça va avoir une saveur, il faut se montrer, il faut se... Et tu sais qu'à ce moment-là, rien d'important ne va se dire, quoi. Ouais. Donc j'ai la sensation d'un temps gâché. Et le temps est précieux, je trouve. Donc j'aime pas gâcher mon temps à ne rien se dire. Carrément. Voilà. Au revoir, merci. Merci. J'ai tout dit. Non, je rigole. Et j'aime bien, tu vois, ça passe aussi pour moi les moments de qualité que je passe avec les gens. Je pense que dans l'humour, il y a une forme de vérité aussi. Donc en tout cas, à défaut de l'humour, l'humeur pour moi est très importante. Autant que les gens se confient à moi, j'adore ça, qu'ils soient tristes ne me pose aucun problème. Mais moi, par contre, j'ai du mal à être en situation de faiblesse par rapport à quelqu'un. J'aime pas ça. De faiblesse. Par exemple, parler de mes problèmes à moi, j'aime pas trop. Ah oui. Pour ça, je ne vais pas tellement au confessionnal. Habituellement, mais tu vois, c'est ça. Bon, je préfère que les gens me parlent. Je préfère écouter les gens que leur parler. En même temps, dit-elle, alors qu'elle n'arrête pas de blabater depuis tout à l'heure. Mais c'est super ce que tu dis. Moi, je me sens limite tout petit. On sent que tu as une maturité féminine. J'ai 48 balais. Hein. T'as 10 ans de plus que moi. Ouais, c'est fou. Moi, je crois qu'on était de la même génération. Pas du tout. Je suis votre mère à tous. Mais ouais, je suis une vieille dame. Mais quelle classe, non? Moi, j'adore vieillir. Qu'est-ce que la vieille dame que tu es aujourd'hui dirait à la jeune enfant de 15-20 ans? Tu avais une idée du parcours que tu aurais? Pas du tout. À 15 ans, mais moi j'écoutais Lio, les premiers contemporains. Donc quand je t'ai parlé de la chanson, tu vois même pas de quoi je te parle. Mais si, je vois très bien. Moi je suis née 1 an avant, donc je l'ai quand même entendu dans le berceau. Non, moi j'étais une jeune fille très inquiète, pas sûre d'elle, très angoissée. Et je pense que si je me croisais, à l'âge de 15 ans, c'est l'âge à peu près, mon fils a 16 ans, je lui dirais mais t'inquiète pas. Tout va bien se passer, prends confiance, je me donnerai beaucoup de courage et je me dirai de ne pas douter. J'avais beaucoup trop de doutes à 15 ans. Et aujourd'hui, tu n'en as plus? Non, je ne doute de rien. Non, mais bien sûr, j'ai des doutes, mais non, enfin oui, pas trop. C'est que moi, j'ai l'impression que plus on avance dans la vie, alors je dirais pas des doutes, mais des questions. J'ai l'impression que j'ai 1000 fois plus de questions aujourd'hui que quand j'avais 16 ans. Oui, des questions, j'en ai, mais des doutes, en tout cas, je ne doute plus de qui je suis. J'ai l'impression de bien me connaître. Hein. Ouais, je pense que je me connais bien. Je connais bien mes limites, mes défauts, mes qualités. Il y a plein de trucs que je sais que je ne ferai pas. Tu vois, par exemple, je ne serai jamais Nicole Kidman. C'est acquis. À 48 balais, il y a peu de chances que, tu vois, j'ai une carrière. Parce que c'est un but d'être Nicole Non, mais Kidman. Tu vois, je veux dire, on a tous des rêves. J'aurais pu, à 15 ans, vouloir être une actrice reconnue dans le monde entier. Ça faisait partie sûrement de mes rêves, comme beaucoup de gamines, etc. Maintenant, j'ai 48 ans, je sais que ça n'arrivera plus. Et bien, c'est pas grave. J'ai trouvé d'autres choses, j'ai trouvé d'autres joies, vraiment, vraiment. Ah oui, hein. Je suis désolée, hein. Oui, je vais bien, hein. J'ai jamais eu besoin d'aller voir un prêtre et tout, mais ça doit être cool d'aller voir un prêtre. Moi, je vais plutôt voir les psys. Vous, c'est gratos, déjà. Le prêtre, il est gratos. Bon, il a aussi le secret comme le psy. Ouais. Je crois que là où on diffère un peu, c'est que moi je vois, alors j'ai pas forcément d'expérience beaucoup par rapport à moi qui serait allé voir des psys, ça m'est arrivé 1 fois ou 2 pour des raisons un peu particulières, mais quand je vois les gens qui me confient ce qu'ils vivent avec le psy, j'ai l'impression qu'ils grattent toujours le passé. C'est sûrement très nécessaire pour mieux savoir d'où on vient, quelles sont nos racines et tout. Mais je crois que le prêtre, il essaye de voir la lumière qu'il y a aujourd'hui et il essaye de débroussailler un peu pour demain. J'ai l'impression que c'est une approche différente, ne serait-ce que dans la temporalité. Mais les gens, ils disent quoi ? Au confessionnal. Non, mais moi, je suis une grande curieuse. Les gens, ils disent ce qui est dur dans leur vie. C'est ça qui est toujours troublant parce que quand on va confesser des enfants au collège, par exemple, des fois, ils ne parlent pas tant de ce qu'ils ont fait et dont ils portent la culpabilité
que ce qui est dur à la maison, ou tu parlais de harcèlement scolaire, c'est une réalité pour beaucoup aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu leur dis alors? Par exemple, comment tu leur montres la lumière à ce moment-là? Tu sais, moi je crois qu'on a, nous les prêtres, mais peut-être nous les chrétiens en général, il y a une force qui se déploie de notre impuissance. Le nombre de fois où je me sens totalement face à une famille en deuil, face à un môme qui est en train de pleurer, et juste d'être là. Mais on retombe un peu sur ce que tu disais juste avant. La sincérité du moment, d'être au service de l'autre, et juste t'es là, t'as un geste, peut-être une main sur l'épaule, peut-être un regard, et il comprend qu'il n'est pas seul. Et que tu lui tends la main s'il a besoin de quoi que ce soit. Et oui, on est vraiment des privilégiés, parce que dans les confessionnaux, il y a aussi bien toute la misère du monde qui se dit, que aussi des choses magnifiques. Les gens, ils nous parlent justement de ces anecdotes qui leur sont arrivées, et qui les ont mais totalement retournées comme des crêpes, et qui leur ont fait voir la lumière, quoi. Est-ce que c'est ton moment préféré dans le fait d'être prêtre, quand les gens viennent se confier à toi? Ou est-ce que c'est faire la messe? C'est un moment très émouvant, le confessionnal, mais pour le coup, c'est vrai que enfin, moi, régulièrement, je me sens très déstabilisé. Je n'ai pas les mots pour répondre aux gens. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la grâce qui se passe, et que tout ne repose pas sur mes épaules, et Dieu merci. Régulièrement, on n'est pas prêt à recevoir ce que les gens nous disent aussi. Donc, on repart avec ça, et waouh, on se laisse un peu tout chambouler. Et en même temps, mais c'est tellement magnifique, c'est un cœur qui se dénude pour se laver de tout ce qui l'a blessé, de tout ce qui est encrouté sur lui. Et c'est toujours magnifique. Il y a des gens qui ont l'âge d'être mes grands-parents et qui confient des trucs presque mignons, mais on sent que eux, c'est ce qui les ronge aujourd'hui. Et donc, non, ça c'est très émouvant. Tu sais, je crois que la vie de prêtre, il y a tellement de choses uniques dans nos journées qui font que c'est toujours l'éclate, quel que soit le... J'aimerais bien être une petite souris dans le confessionnal. J'adorerais ça. Il faudrait qu'on échange un jour. Moi, je me mets dans la peau de Julia Villani. Je vais sur le plateau télé. C'est hyper passionnant. Hein. Je suis hyper contente d'être dans ma peau et tout. Ouais, moi, j'adore rencontrer. Et toi, tu viendrais dans ma peau une journée, voir un peu ce que c'est que la vie d'un curé. Alors, j'ai pas le droit parce que vous êtes soumis au secret, c'est ça. Il n'y a pas moyen. Oui, il n'y a pas moyen de négocier. Donc, voilà. Mais au même titre que les psys disent jamais. Enfin, les avocats non plus. D'ailleurs, il y a des métiers comme ça où il n'y a pas moyen de savoir. Mais moi, comme je suis une femme très curieuse, ça m'éclaterait à un moment donné de pouvoir imaginer ce qu'est 24 heures dans la vie d'un prêtre. Ça serait une bonne idée d'émission, ça, 24 heures dans la vie d'un prêtre. Oui, c'est ça. Ou prêtre incognito, tu sais. Là, il y avait le patron incognito, là, on pourrait faire un peu le même truc. Je pense que je serais démasquée assez rapidement. On a des prêtres à cheveux longs. Non, mais moi, ce que je trouve ça très beau. Qu'est-ce qui t'ébahit dans justement, c'est le fait religieux? Je trouve que le fait de se retrouver comme ça, dans un moment suspendu, où peut-être on s'interdit certaines choses à ce moment-là, on pose les portables, et on voit ce qui se passe. Et on voit ce qui se passe quand on se retrouve ensemble. Je trouve ça génial. Et puis ce qu'on entend beaucoup dans ce que tu dis, c'est l'importance de l'autre, le frère, la sœur, l'autre être humain qui est là. Et dans un moment comme celui-là, enfin, on serait entièrement à l'autre, pas parasité par tout ce qu'il y a de bruit, de trucs qui va trop vite au quotidien et tout. Ça nous parasite beaucoup, non? Franchement, ça nous empêche d'échanger, tu vois, d'être toujours projeté dans ce qu'on doit faire après. C'est pour ça, excuse-moi, je reviens à l'idée du rangement, c'est pour ça que je pense que plus tu es organisé, plus tu peux profiter de l'instant présent. Et ne pas être dans la projection de ce que tu dois faire après. Je pense que l'instant présent est très important. C'est très dur, hein. C'est très dur. En plus, moi, je suis un peu dispersée. C'est aussi pour ça que je suis si organisée. J'ai tendance à me disperser. Donc, c'est pas évident pour moi de me poser et de faire abstraction de ce qui pourrait se passer après et de ce qui s'est passé avant. Je me souviens d'un vieux sage, mais je pense pas que la citation était de lui. Il disait il faut qu'on soit capable d'accueillir le présent, comme un don. Vraiment. Et je crois que l'enjeu, il est là. Et notre époque d'aujourd'hui, elle n'y arrive pas. Elle est toujours à 3000 à l'heure. Parce que les parfois, exigences sont nombreuses. Le présent dans tous les sens du terme, donc parfois, c'est pas un cadeau. Hein. Parfois, tu as ton présent, tu es là, merci. Ça t'arrive de temps en temps, avec tous les gens que tu rencontres, avec tous les projets que tu mènes, d'avoir des moments un peu de transcendance. C'est ça que j'entends derrière ta recherche. Là, voilà, moi, par exemple, quand je t'ai interviewé, je te dis pas, ça n'a pas fait la cornerie, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un de bon face à moi. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais vraiment. Et alors, ça m'est arrivé avec toi, ça arrive avec d'autres gens que j'interviewe. C'est beau, quoi. Il y a ces moments de vérité, c'est très beau. C'est très beau d'être dans l'intimité avec quelqu'un. Bon, c'est pas évident sur un plateau télé, hein, parce qu'il y a des gens qui sont stressés, mais parfois, la magie opère. Et moi, mon métier, c'est de faire sortir la vérité de ces gens-là en 7 minutes d'interview, de les mettre suffisamment à l'aise pour qu'ils se plongent dans mes yeux et que pendant qu'ils se plongent, ils sachent qu'ils sont en sécurité et que
Enfin, moi, je n'envisage mon métier qu'en me disant que je ne trahis pas la personne qui va me confier quelque chose. Il y a plein de journalistes, enfin, il y a eu des générations comme ça, c'est moins vrai en ce moment à la télévision, c'est moins la mode. Ce côté, je vais voir comment, tu vois, te faire dire un truc que tu n'as pas envie de dire, tout ça, c'est pas du tout mon style. Toi, ton but, c'est de révéler la lumière chez la personne que tu reçois. Et parfois, les gens viennent témoigner de choses qui ne sont pas drôles, qui ne sont pas lumineuses. Mais en tout cas, toute vérité est lumineuse, même quand elle est triste. C'est de moi, ça, sérieux? Ok. Non mais je la note, elle est superbe. Elle est super, attendez, je vais... Pour ton prochain bouquin. Exactement. C'est beau, dis donc. Très beau. Non, mais je le pense. Ah non, mais je crois que c'est très... Et alors, je vais même aller plus loin. Je pense que c'est en disant un maximum de conneries que de temps en temps, la lumière jaillit. Je me serais arrêté à la citation d'avant. Elle m'inspirait beaucoup plus, une petite phrase, la vérité vous rendra libre. Et même si elle est triste, et même si elle est sombre, la vérité nous rendra libre. C'est certain. Totalement. Mais c'est certain. Moi, je déteste le déni. Voilà. Je suis à la recherche de vérité, même celle qui fait mal. Je suis très intéressée par les documentaires, même les faits divers. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse dans le fait divers, c'est pas le meurtre qui est dégueulasse et épouvantable, etc. L'âme humaine m'intéresse. C'est quoi pour toi l'âme humaine? J'ai du mal à imaginer, et pourtant l'actualité parfois nous fait douter de ça, j'ai du mal à imaginer qu'il existe des monstres. Voilà. J'ai du mal à imaginer justement que l'univers nous envoie sur Terre des monstres. On a tous été créés purs, innocents. Moi, je le crois. Mais oui. Moi, enfin, j'ai plutôt tendance à le croire. Alors parfois, à la faveur d'une actualité avec des gens épouvantables, c'est comme Vladimir Poutine était un petit bébé tout mignon sûrement, mais là, on a du mal à l'envisager comme ça. Moi, je suis toujours convaincu qu'un chien qui aboie, qu'un chien qui agresse tout le monde, c'est un chien qui va mal. Oui. Est-ce que c'est qu'il a encore une blessure purulente? Est-ce qu'il a été maltraité toute sa jeunesse ou quoi? Oui. Toi aussi, tu penses ça? Ah, mais convaincu. Et tu penses que dans ce petit monstre en action existe tu sais, dans l'Église, on a vécu des dossiers qui ont été révélés, qui sont abjects, il n'y a pas d'autre mot, quoi. On est vraiment dans le crime. Ce qui, moi, me rend le plus fou là-dedans, c'est qu'en fait, certains qui ont commis ces horreurs sur des personnes fragiles, sur des enfants des fois, ils ont aussi, de temps en temps, été les fondateurs de communautés religieuses qui ont fait des milliers de nouveaux chrétiens, qui ont vraiment réussi à mettre le feu de Dieu dans leur cœur. Et donc, ils ont été à la fois capables de faire des merveilles et en même temps les pires horreurs du monde. Ouais, c'est troublant. Hein. Comment, dans la même enveloppe corporelle, il y a cette dualité possible? C'est troublant, non? Ah, mais plus que troublant. Ça veut dire que moi-même, je porte aussi bien Dieu que le diable, quoi. Mais c'est rassurant, si tu portes les deux. Est-ce que c'est l'univers qui te dit, toi, tu vas aller à gauche chez le diable et toi, tu vas aller à droite? Ou est-ce que c'est toi, tu as ton libre arbitre et tu peux, par tes actions, décider de quel côté tu te places? Moi, je crois au libre arbitre. Il y a quelqu'un qui me disait, le diable joue d'un instrument, il joue du triangle. Il se contente, tu sais, de faire tilt. Ah, t'as vu, Julia? C'est quand même super de faire ça. Tu serais pas un petit peu tenté, là? Et hop, et toi, après, oh non, non, non. Ah, et puis en fait, ah, si, c'est pas mal. Et hop, et c'est nous qui fautons. Et alors que lui, il s'est juste contenté de nous séduire par l'idée, comme ça. Donc ça veut dire qu'on a en nous une dimension maléfique, certainement, et une dimension beaucoup plus pure. Mais je crois que, heureusement, c'est à nous, à un moment donné, avec les expériences de vie, avec les rencontres, d'aller du bon côté. Et de le travailler, et de le faire naître. Et parfois, c'est dur, hein, je reconnais, parfois, c'est très dur. Tu m'emmènes sur un sujet que moi, j'ai beaucoup travaillé pendant que je me formais à être prêtre, la question du mal, parce que pour moi, c'est la plus grande énigme dans notre condition humaine. Tu as employé le mot maléfique, un mot que je trouve très peu de monde emploie. C'est quoi pour toi le mal, Julia? Moi, le mal, c'est quelqu'un qui est à côté de lui-même, à côté de l'humanité, qui n'est pas dans l'amour, qui n'est pas dans l'amour. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'amour, qui ne connaît pas l'amour. Peut-être parce que, alors on peut lui trouver des excuses, hein, il ne l'a pas connu, on lui en a pas du tout envoyé. Mais ouais, c'est quelqu'un qui a peur aussi. Les gens qui ont peur, souvent, se désaxent complètement et peuvent faire des choses abominables. C'est quelqu'un qui n'a aucune croyance. Mais je ne parle pas de Dieu, hein, je ne parle pas de Jésus, une croyance au moins en l'humanité, en soi. Moi, je crois que les gens sont bons. Voilà, j'y crois. Après, je pense qu'ils peuvent devenir également maléfiques, mais je pars du principe que la personne que j'ai en face de moi a du bon. Et c'est à moi d'aller le trouver, c'est à moi d'appuyer peut-être sur le bon bouton et pas sur le mauvais. Mais parfois, il est vrai aussi que certaines personnes ne font pas du tout le travail de l'autre côté. Donc même si toi, tu viens avec une bonne intention, parfois, elle ne trouve pas d'écho. Et c'est chiant, quoi. Et tu nous as presque donné la recette magique pour sauver le monde. Alors, si le mal, c'est un manque d'amour, c'est un manque de croyance, j'entends dans ta bouche un peu comme la question de la confiance, quoi. Oui, confiance en soi, confiance en l'autre. Bah, au final, il ne reste plus qu'à témoigner ça aux gens et ça devrait éradiquer le mal. Et
J'aimerais te dire que ça marche comme ça. Moi, plein de fois, je peux témoigner de beaucoup d'amour et de confiance, et c'est pas forcément ce qu'on me renvoie. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Jésus, qui tend l'autre joue. T'es pas d'accord avec Jésus? Bah non, moi je tends pas l'autre joue, j'y arrive pas. Mais j'espère un jour y arriver, ça sera la grande sagesse. Je suis trop vénère. Moi tu m'attaques, je t'attaque. C'est un passage d'évangile, j'avoue que je ne sais pas comment l'interpréter. C'est quand même bizarre. Enfin, est-ce que Jésus il voudrait qu'on se fasse un peu mettre la misère quoi, par l'autre s'il nous dit de tendre l'autre joue? Comment tu l'as compris ça? Moi je me dis, regarde plutôt, imaginons, tu m'en mets une, tu vois. Ah, oui, pas faire. Pour le coup, non, imaginons. Et j'ai l'audace de revenir et de te tendre l'autre, tu vois. Moi, je me dis, après, c'est un côté un peu provoque que nous invite Jésus, quoi. Vas-y, hop, t'oses, encore. Mais parce que lui, il doit penser que l'autre va être démuni et qu'en lui montrant de l'amour, eh ben, tu vas désarmer l'autre. Il a raison, mais n'est pas Jésus qui veut. Et moi, j'y arrive pas. J'aime bien, tu redis quand même que Jésus, dans le fond, a raison. Je pense qu'il a dû... il fait partie des grands penseurs, quand même, le gars. Donc, un mec qui a un peu changé l'histoire de l'humanité. Exactement. Donc, j'imagine qu'il a bien réfléchi à tout ça. Et franchement, je pense que fondamentalement, il a raison. Que face à la violence, il faudrait opposer de l'amour. Il n'y a que ça. Au final, je sais, j'y arrive pas encore. Mais on y travaille tous les jours et c'est pas facile. Même je pense pour Monsieur le Pape François ou Madame Mère Teresa, c'était pas facile non plus tous les jours. C'est pas simple. Mais pourtant la clé elle est sûrement là. Mais elle est là. Mais bien sûr qu'elle est là. Je pense que ça doit faire partie d'un chemin de sagesse, d'avoir de la compassion pour les gens qui nous font du mal. Mais je le pense profondément. C'est quoi toi peut-être la phrase qui t'a aidé vraiment à avancer, ou tu vois la citation ou le bouquin peut-être qui a changé un peu ta vie? J'ai pas lu Le Prophète de Khalil Gibran, mais par contre j'ai retenu une phrase, c'est déjà ça, c'est par rapport à la maternité et à la parentalité en général, que nos enfants sont des flèches et que nous les parents nous sommes des arcs. Et je trouve que d'offrir à son enfant la liberté d'aimer ailleurs, eh ben ça m'a beaucoup plu. Alors je sais pas si c'est la phrase que je retiendrai, mais celle-ci m'a beaucoup marquée. Carrément. Moi, j'aime bien dire que être chrétien, c'est pas tant avoir la foi que désirer la foi que Jésus nous promet. Parce qu'au fond, de mon vivant, là, je peux pas te le prouver noir sur blanc mathématiquement. Mais moi, je désire la foi. Eh ben, je crois que d'une certaine façon, tu es déjà un peu croyante. Bah oui, peut-être. Parce que moi, je désire la foi. Amen. Amen. Et bien justement, moi, tu vois, j'aime bien quand on finit le confessionnal, la proposer aux gens de peut-être trouver une petite parole dans la Bible. C'est des petits versets de la Bible. Ah, c'est pas une devinette, hein, parce que non, normalement, il n'y a pas de devinette, mais je t'en prie. Est-ce que tu penses que c'est l'univers qui m'envoie ce truc-là? Là-dedans, tu as 32 citations extraites de la Bible différentes. Ouais. Et donc, pour le coup, moi, je suis convaincu qu'à travers celle-là, bah, y a sûrement, tu n'as pas choisi celle-là par hasard. Einstein, il dit, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Oh non, c'est fou. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ah ben voilà, je crois que tout est dit. C'est ce qu'on s'est dit depuis le départ. Ça résume assez bien celle que tu semblais être depuis tout à l'heure. C'est fou ça. Je peux en choisir un autre pour voir si c'était mieux. J'adore. C'est génial. C'est de qui? Et ben ça, c'est l'évangile selon Saint Jean. Saint Jean, c'est le nom de mon père. Tu vois, double signe. C'est génial. Bon. Franchement, merci beaucoup, merci, ma chère Julia. Père Mathieu. C'était super. Je reviendrai me confesser.